إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي الكامل هو أحمد مرزاق. أنا من المجموعة ديال المدرسة ديال تهرمكم، يعني 10 غشت عام 1971. Voilà un rassemblement des anciens de Tazmamart devant le Parlement. Et cette photo est parue dans un journal. Et ce qui a un peu provoqué la colère des autorités, c'est ce V, guise de victoire. Donc, ici, c'est Mohamed Faraj, un grand monsieur qui nous a beaucoup aidés. C'est lors de l'arrivée de l'exil de Abraham Sarfati. Abraham Sarfati, tu vois, sur sa chaise roulante, il y a Christine, il y a moi ici, et les camarades de Tazmamart. Les trois capitaines. Le capitaine Chalat, qui a été exécuté au PF3. Le capitaine Belkbir. Le capitaine Ghalloul. Le lieutenant Mansouri. Le lieutenant Abdelhaq. Hada Dik Jilali, l'adjudant-chef. Qui est décédé aussi. Décédé, le pauvre. Moi, j'ai passé avec lui l'avant-dernière nuit. C'est-à-dire l'avant-dernière nuit. Donc, je l'ai passé avec lui avant de mourir. Donc, 24 heures après, dans des conditions effroyables. Donc, il voulait envoyer quelque chose à son fils, un cadeau. Il n'y avait pas de cadeau à acheter à Tazmamart. Il fallait trouver quand même quelque chose qui fera plaisir à son fils. Son fils, à l'époque, il avait, je crois, à peu près 16 ans, 14-16 ans. Donc, moi, j'ai brodé ça. C'est extrêmement difficile pour broder ça. Avec du fil blanc que j'ai enlevé de la chemise. J'ai trouvé un fond de treillis et je brodais. C'est Hamza. Donc, Hamza, waj'alhu rabbi radiya. Faites qu'il soit un fils parfait. Et ma famille était donc condamnée à faire disparaître toute trace de moi. Pour te dire que c'était pas de la rigolade. C'est un tout petit village. C'est là où Ababou vous attendait. Ouais. Pas ici, mais un peu plus loin. Donc les camions étaient... Bon, on a ordonné aux camions de s'arrêter, qu'on a arrêté les convois. Et il y avait une petite forêt là-bas. Et c'est là où il nous a dit il nous a expliqué la mission avec beaucoup d'ambiguïté. Donc c'est là où on a pris le départ. C'est-à-dire la dernière étape avant ce rêve. On a été côte à côte, même dans le ban. Il a été au numéro 10, j'ai été au numéro 11. Ah oui, c'est ça. Il habite Rabat, j'habite Kenitra. Je dois mettre le point sur un fait très important. C'est que lui, il était condamné à 3 années. Donc on est venu leur dire comme quoi ils allaient sortir, ils allaient être libérés.
6 Chose mois. dont on se doutait beaucoup. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a? Il a ramassé tous ses affaires, il me les a tous passés. Donc c'était pour moi C'est-à-dire comme le un don du couchage, ciel. Le couchage, en quelque sorte. Et- Les vêtements. Et on a passé, Moi que vétuste, j'ai passé à mon voisin, Ahmed. et il a passé un temps fou à mémoriser les adresses de tous les camarades. Parce qu'il y avait, nous étions 29, bien sûr, abstraction faite de lui et d'un camarade, et Et les il devrait messages. mémoriser 27 adresses. Avec les messages. Avec les messages, etc., etc. Parce que nous, on comptait qu'il allait sortir. Malheureusement, le jour J, les gardiens se présentent, et on était là, dans un état vraiment angoissant. Suspense. Et puis il ouvre, il a dit, est-ce que je... Et puis c'était la grande déception. Et il peut affirmer que pendant cette période, il a frôlé la folie. C'était tellement un choc. Tellement. C'était un passage à Oui. vide, moralement. Oh. Quoi qu'on dise, on n'aura jamais le pouvoir de raconter tout ce qui s'est passé à Tazmamart. Parce qu'un jour, passé à Tazmamart, c'est un film, c'est un roman, tout ce que tu veux. On était là, on attendait la mort, minute par minute, c'était la mort lente. Une mort qui refusait de venir. Et d'ailleurs, la mort, c'était un salut. C'était un salut pour ceux qui souffraient le martyre là-bas. Nous sommes restés sans soin, sans rien. Nous sommes restés un fardeau à la charge de nos familles. Jusqu'au moment où, moi personnellement, j'ai contacté Amnesty International, j'ai rassemblé certains de mes amis, je leur ai dit, il faut militer. Donc, le repos du guerrier, c'est pas pour demain. Et ce sera très très long. J'étais, moi et d'autres amis à la MDH, on a essayé d'être à côté d'eux pour d'abord pour faire connaître leur cause, leur souffrance à l'opinion publique, soit nationale, soit internationale. Alors on a essayé de bouger avec eux, de faire des contacts avec les médias, avec les journalistes, avec les autres associations, et en même temps organiser des activités de témoignage. On a organisé des activités au début des années, après leur libération, des activités de témoignage des libérés de Tazmamart. تقريبا ما يعادل 12 ساعه وحنا ما عندناش اللحام علاش نجلسوا على المجلس ديالنا واحد العذاب اليم اللي ما بغاش نفهمه، وهو ان الانسان عباره عن هيكل عظمي وكاين فينا اللي هز في البرونكار، مهزوز في البرونكار لانه مشلول وكيديروا ليه عباره زياده على البوندو، بوندو فوق حاجه اخرى دي لونيت ولي منوط والجلابه، ومن بعد هادشي كله كيقبطوا القبض ديال الجلابه وكيهبطوه على الوجه، والانسان تجاه هذا باش تشوفوا الى اي حد كتمشي الفضاء انسان مشلول، انسان مشلول حتى هو نفس الشكليه ديالو نفس حتى وصلنا. Nous avons déjà les plans, nous avons des photos, nous avons tout. Donc, tout est là pour pouvoir reconstituer Tazmamart. Donc, que ce soit ici, en France ou quelque part, nous avons tout. De toute façon, les cellules, restent tout simplement les cellules vues de l'intérieur. Mais de l'intérieur, nous y étions pendant 18 ans. Donc, c'est facile à reconstituer. Oui, c'est très facile à reconstituer. Je ne peux pas raconter ce livret à l'entrée. Schwarzenberg, Urbain, Swirsky, Luxman. D'après leur Totenscheinen, décédés de mort naturelle. En réalité, mort de faim, d'épuisement, de travail forcé et de mauvais traitements. En résumé, la cause de leur décès est la situation générale dans le camp. On a des trous ici. Donc, ils donnent sur le couloir.
Et notre cellule d'en face, l'électrolyse, donne sur le couloir. Ce qui fait que nous ne respirons que l'air pollué d'un couloir qui n'a jamais été lavé, qui n'a jamais été balayé, etc. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Et puis, en guise d'aération, nous avions un trou au plafond. Et c'est pas comme des plafonds un peu bas, mais c'est très très haut. Donc, impossible de pouvoir toucher le plafond. À part ça, il y avait un double plafond. Parce que le trou, il y avait le trou, il y avait un plafond, il y avait le vide, il y avait un autre plafond en tôle. Mais Gizmo, il a été très fidèle, et c'est à la réalité, et c'est ça Tazmamart. Et dans les murs, il y avait un peu, c'était pas comme ça lisse, non, c'était pas lisse, il y avait des sinuosités, avec des rochers qui sortaient, ce qui permettait aux scorpions d'habiter facilement entre les pierres. Et même pour les serpents, ça leur permettait facilement de traverser toute la cellule et de faire le tour et de rester ici jusqu'au matin. Donc, ces habits étaient déchirés, la couverture était déchirée. Lorsqu'on a voulu le retourner, il y avait un morceau de sa viande qui s'est détaché, qui était resté sur le ciment. Et ici, bien sûr, il y avait des sinuosités aussi, c'était pas plat du tout. Donc il y avait plein, même pour marcher pieds nus, c'était extrêmement difficile. Et tu sais, il y a des camarades, dont moi-même, nous nous sommes servis de pierres qu'on a arrachées du mur pour essayer de polir le parterre. C'est le meilleur pilote de son époque. Le meilleur, c'était un pilote hors norme. Et lui, il a piloté avec un autre aviateur. Et il n'était au courant de rien. Et donc, il n'avait été au courant de rien du tout. Donc, il a été condamné à 20 ans injustement. Et voilà. Et c'est le monsieur qui a inventé le cabazal, l'aiguille. Il est doué d'une intelligence un peu particulière, alors ce qui nous a permis quand même de tirer profit de ce qu'il a fait. La lutte pour la survie. C'est-à-dire que 18 ans dans le noir, et on a fait tout notre possible pour faire travailler, si vous voulez, l'OMS, pour qu'on puisse survivre à une mort certaine. Donc, pour la survie, on a inventé pas mal de petites choses qui nous ont aidés dans la vie. Une quinzaine de trous et un trou au plafond. Voilà pour l'aération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et en plus de ça, au-dessus des cellules, il y a un double plafond, comme ça. Vous voyez, il est là. Vous avez les cellules et un double plafond au-dessus des cellules. Le double plafond est là. Ce qui fait qu'on n'a pas de lumière, qu'on ne reçoit pas de lumière, qu'on ne reçoit pas d'air, de soleil. Donc le soleil ne peut pas rentrer parce qu'il y a un double plafond au-dessus de l'écran. Donc, à l'intérieur de la cellule, il fait sombre. Il fait sombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les choses. Donc, on vit presque dans le noir. Et avec le temps, j'ai eu l'idée de la réflexion de la lumière. Et je suis arrivé avec un petit miroir, vous voyez ici, qu'on appelle cabazal d'ailleurs. Avec ça, j'ai pu faire rentrer un petit spot de lumière qui fait à peu près 30 cm. Et avec ça, on a pu écrire des lettres et avoir une lumière assez... c'est-à-dire qui nous permet de nous orienter dans la cellule, et le spot, on peut écrire des lettres et même l'utiliser pour voir la nourriture s'il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur de
je le fais rentrer par l'intérieur, je le fais glisser par le trou, voyez, et il sort à l'extérieur, et comme le trou il dépasse un peu le plafond, je l'accroche sur le bord du trou, vous voyez, comme ça. C'est-à-dire on a créé une langue de Tasman Marty qui nous permet de communiquer sans que le gardien sache ce que nous sommes en train de nous raconter. Donc à chaque chose on a donné un nom. Et pour le petit miroir, lequel on capte la lumière, on a donné le nom de Kabaza. Donc c'est un mot en cas de danger, en cas où les gardiens arrivent et passent au-dessus du plafond, donc tout le monde commence à crier Kabaza pour qu'on camoufle le petit miroir, parce qu'il ne fallait pas qu'il le trouve. S'il le trouve, donc c'est fini pour nous la lumière. Une fois ils ont oublié un camarade, et on a profité de cette sortie du camarade pour casser les axes. Nous les avons cassés et nous les avons remplacés par des faux axes qui ressemblent à peu près à l'axe d'origine. Donc qu'est-ce qu'on a mis? On a accroché un fil au bout de l'axe, on a troué l'axe. Vous voyez, on a troué l'axe, on a mis un petit bout de fil, et tout ce qu'on a à faire, c'est pour fermer, on tire sur le fil et on met une petite goupille à l'intérieur. Donc ça ressemble à l'axe. Et quand les gardiens quittent le bâtiment, tout ce que nous avons à faire, c'est enlever la goupille de l'intérieur et faire glisser l'axe, toujours accroché au fil, et le faire tomber en bas et glisser la lucarne et l'ouvrir. Voyez, quand les gardiens rentrent dans le bâtiment, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer sur le fil, et on tire sur le fil jusqu'au moment où les deux trous s'alignent, et on tire sur le fil et le crochet qui rentre à l'intérieur, enfin l'axe qui rentre à l'intérieur. Je crois que vous avez compris c'est le 10 de mon ami Marzouki. Donc tout le monde a parlé de ce petit miroir. Et ça c'est mon dernier bouquin, le dernier sur Tasman Marty que j'ai écrit avec les lettres, voilà les lettres dont je vous parlais. Et toutes ces lettres, elles étaient écrites à l'intérieur de les cellules. Voilà. C'est là par exemple, écrite sous la lumière de Kabaza. Et ça c'est la fameuse lettre reproduite dans le bouquin de notre ami Gilles Perrault, notre ami le roi. Vous trouverez la lettre. Effectivement. Ouais. Il faut qu'ils gardent les mémoires et que toutes les générations à venir, qu'ils aillent voir là-bas ce qui s'est passé, qu'on leur apprenne ce qui s'est passé à l'école même. Et voilà, telle période au Maroc a traversé une période, voilà ce qui est arrivé. Pourquoi avoir honte à ça? Tous les pays ont traversé des périodes difficiles, soit des guerres, des révolutions, des trucs. Donc nous, on a traversé ce qu'on appelle les années de plomb. Cette période, elle fait partie de nous, elle fait partie de l'histoire. Donc il faut la garder. Il faut l'expliquer aux gens et en tirer les conséquences pour l'avenir. Nous réclamons tout simplement de vivre décemment, dignement. Nous ne réclamons pas de milliards ni de millions. Tout simplement quelque chose qui nous assure une vie décente. Est-ce qu'après toutes ces années passées à Tasman Marty, est-ce que nous ne méritons pas quand même de vivre en paix? Jusqu'à maintenant, il n'y a rien, il n'y a que des promesses. Moi, personnellement, je ne cherche pas à me venger. Et je n'ai jamais été animé
désir de vengeance. Et je n'envoyerai jamais mes tortionnaires à Tazmamart, sinon je serai comme eux. Au moins, la moindre des choses. La moindre des choses, par respect à ces gens qui sont morts à Tazmamart dans des conditions effroyables. Par respect à ces gens, au moins, il faut limoger les gens qui ont été impliqués jusqu'aux os dans les exactions des droits de l'homme et qui continuent à occuper des postes très importants. De les trouver à la tête des partis politiques, à la tête des institutions très importantes de l'État, qui sont là à robot et continuent de donner des ordres, bénéficient d'une impunité totale. Et puis de l'autre côté, on tourne la page, ça y est, c'est fini, le Maroc a pris son chemin. Tant que cette impunité existe et persiste, automatiquement il y aurait des tortures. Ça va continuer, parce qu'ils sont protégés, c'est ça ce qui est grave. Il faut quand même mettre un terme. S'il y aurait une décision politique très ferme pour mettre un point final à cette impunité, automatiquement, on aura des garanties. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tous ces acquis pour moi sont très très fragiles. Il suffit de rien pour retourner à l'ancien régime. C'est pas facile de prendre quelqu'un pendant 20 ans et de le mettre dans un fossé, et après on cherche à réparer. C'est pas facile, on ne peut pas réparer quelque chose qui a touché l'âme de l'être humain. On souffre jusqu'à maintenant, parce que le Maroc n'a pas changé au niveau fondamental. Il y a des changements partiels, et qui ont touché seulement des droits civiques et politiques limités. Le peuple marocain a vécu beaucoup la souffrance de ces années. Et jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas arrivés à avoir une vie meilleure que le passé. La manière, la gouvernance politique, la manière de gouverner de Hassan II, le système politique, avait comme donnée structurelle de faire de l'ensemble du Maroc une grande prison. Avec des îlots. Un îlot s'appelle Dermoulay Chérif, l'autre il s'appelle Tazmamart, l'autre. Mais nous avons été pendant 40 ans tous des citoyens en liberté provisoire. Nous avons tous été pendant 40 ans sous haute surveillance du Big Brother. Tu connais l'histoire de Big Brother et d'Orwell. C'est-à-dire qu'à n'importe ce qui est arrivé à mon ami Ahmed aurait pu arriver à n'importe quel individu. La manière de réduire les gens en non-humains, nobody, était la pratique courante à travers le Maroc. C'est pour ça que moi j'ai écrit un livre là-dessus. Parce que moi aussi j'ai été enlevé et torturé. Et j'ai dit le Tazmamart, il existait en plein centre de Rabat. C'était un petit commissariat, mais on était traité de la même manière, presque de la même manière qu'à Tazmamart. Ni droit, ni rien du tout, violé, sodomisé, etc., etc. Parce que c'est une structure du pouvoir. Le pouvoir ne peut pas, ce pouvoir marzanien ne peut pas continuer sans la torture comme un de ses éléments fondamentaux. Il y a eu un changement formel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons parler plus librement de Imarat al-Mouminin, qui fait du roi un pape, l'équivalent d'un pape, et donc infaillible, comme si un être humain pouvait être infaillible. Formellement, oui, nous pouvons parler de certains sujets qui étaient tabous, dont on ne pouvait pas parler. L'armée, le roi, etc., la fortune du roi, etc. Mais tout cela, pour moi, est une image virtuelle. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un état de droit. Nous vivons toujours dans un état marzanien.
Lorsque je dis un État makhzanien, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire un État qui n'est pas régi par des lois écrites, il est régi par le bon vouloir, par le fait du prince et par des lois non écrites. Voilà ce que c'est le makhzen. D'accord? Nous vivons dans ce système politique. Dans ce cas, la liberté, entre guillemets, dont je dispose en tant que journaliste lorsque je traite de tel sujet ou tel sujet, c'est une liberté qui m'est octroyée. Le pouvoir veut bien me laisser parler. Ce n'est pas la loi qui me laisse parler. Et si demain j'ai un conflit, le fait du prince dominera la loi. Vous comprenez? Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui peut changer à la minute où je vous parle. Rien n'exclut qu'à ce moment-là, des bacs des gens vous enlèvent, m'enlèvent, nous torturent et nous rejettent dans la rue. Pourquoi? Parce que le droit dans ce pays est inexistant. La loi, la justice, elle est inféodée au pouvoir exécutif, elle est à la solde du pouvoir exécutif. Personne ne peut dire « je ne savais pas ». Tous les chefs politiques de ce pays, tous les chefs de partis politiques de ce pays savaient qu'existait une prison de Taz Mamart. Bousta, Douiri, Liazri, Abdrahman Yousfi, Osman, il n'y en a pas un responsable politique qui ne savait pas. Tout le monde s'est tu. Mieux que ça. Les familles des Taz Mamartiens, parce que c'est comme s'ils venaient d'une planète, ces chefs politiques refusaient de les recevoir. Ils refusaient de leur parler. Je dis ça pour la chose suivante. C'est nous n'avons pas le droit d'incriminer uniquement Hassan II. Hassan II n'était pas le seul responsable. Tous ceux qui savaient et se sont tus sont aussi responsables que lui. C'est ça ce que je veux dire. Alors inutile de se servir de Hassan II comme de tant torchon pour s'essuyer les mains et dire, comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Non, vous saviez, vous vous êtes tus. Donc vous êtes complice au même titre que lui. Le gars qui était directeur de la Sûreté nationale et qui a été limogé, le général Négri. Mais c'est lui qui leur a foutu les bandeaux, il les a transportés de Kénitra à Taz Mamart. Ben Slimane, qui est le chef de la gendarmerie, c'est lui qui était le dernier en charge de Taz Mamart. Et d'ailleurs, tout le monde sait que lorsque le directeur de la prison l'appelait en lui disant il y a un mort, lui a toujours dit ne dis pas qu'il y a un mort, il y a une bouteille qui s'est cassée, t'as qu'à jeter les morceaux. C'était un code. Donc il est là, il est encore en vie. Et il y a un ordre, un colonel, un espèce de salopard fini qui s'appelle Foutoul, qui un jour était venu pour exécuter ces gens-là. C'est atroce. Lorsque moi j'ai connu Ahmed, enfin j'ai connu un peu les familles avant, parce qu'ils étaient venus me voir, etc. Mais lorsque Ahmed est sorti et été kidnappé, j'ai été le seul journaliste à le défendre, alors qu'ils étaient déjà libérés. Et tout le monde se taisait. Et j'ai sorti le papier en cachette parce que je ne voulais pas que la direction le sache. Alors je l'ai laissé jusqu'à la dernière minute et je l'ai collé pour qu'il sorte. Et après j'ai eu tout le bordel. Tout le monde disait mais tu es fou. Donc c'est, si vous voulez, ce qui fait la répression dans un pays. Ce qui fait que la torture dans un pays perdure. C'est le silence de tout un chacun. C'est notre silence qui torture. C'est nous sommes. Les vrais tortionnaires sont ceux qui se taisent. Capitaine Abdeltif Belkebir, donc c'était le directeur d'instruction à l'école royale militaire de Hermoumou. Il a été condamné à 4 années de prison. On était tous à Taz Mamart, après avoir passé 2 années à Kénitra, et puis à Kénitra, prison militaire puis prison civile. Et puis par la suite, il occupait la cellule numéro 5. Et moi j'occupais 3, pardon. Moi, j'étais presque en face de lui. Un peu à Ambier, mais on se voyait. On a eu l'occasion quand même d'aller
l'un chez l'autre, etc. Le souvenir de Tazmamart, il est omniprésent. Chaque jour, chaque camarade, il perçoit toujours quelque chose de Tazmamart. Soit le trou, soit l'ombre de la cellule. C'est toujours présent. C'est ce qui nous encourage à accepter la vie telle qu'elle se présente. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ça m'a permis, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons travailler, nous devons batailler pour nos droits, pour ceux de nos familles, pour ceux de nos amis, et surtout pour les Marocains dans notre cas. Et moi, personnellement, je considère que c'est un miracle. Notre miracle, nous le dédions à toute personne qui est animée de justice. Justice. Une anecdote, j'avais une copine, une amie française qui était venue avec moi, qui avait passé un mois de vacances au Maroc. Et en retournant, je lui avais donné justement les correspondances clés. Et arrivé à l'aéroport, on a vidé tout son sac entièrement. Et les policiers ont commencé à déballer les objets, tous ces objets dans son sac. Et il y a un policier qui a pris la lettre et a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» Ça. Et lui a dit « Bon, c'est une lettre à une amie, je l'ai écrite pour la poster, mais comme je n'ai pas eu le temps de la poster, je l'emmène avec moi. » Oui, et pendant ce temps-là, on a appelé au parleur Martine Carrère. Allez-y, partez. Moi, je regardais de l'extérieur à travers la vitre. Ah oui, je regardais à travers la vitre, je me suis dit, ça y est, c'était pratiquement à la fin, parce que je ne pouvais pas. Où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller nulle part. D'autant plus que tous ceux qui venaient, les étudiants qui venaient au Maroc, viennent en laissant l'adresse chez la personne chez qui ils venaient. C'était l'une des choses les plus importantes qui est arrivée. Autrement, bon, les contacts, on a fait pratiquement de tout, du monde de la politique jusqu'au monde du cinéma, en passant par les ministres, les gouvernements socialistes de l'époque de 1974 ou 75 jusqu'à leur libération pratiquement. Et le monde du cinéma, je me rappelle la compassion de Lino Ventura, ouais. La compassion d'Lino Ventura à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac un jour. Il faut énormément de force, de caractère et tout ça pour supporter ça et pour rester humble, parce que c'est vraiment la plus basse des échelles de l'humanité, ce qu'ils ont vécu et l'enfer dans lequel ils ont vécu. Des souvenirs que j'ai de beaucoup de détenus, mais plus particulièrement des disparus, Tazmamart, la Tingouna et tout ça, et plus particulièrement Tazmamart, c'était dans un état lamentable, de point de vue santé physique, parce qu'on sentait des gens qui étaient très affaiblis, très maigres et tout ça, mais aussi de point de vue psychique, et ça c'était plus frappant, ça, on sentait des gens comme quoi ils descendaient dans une autre planète, et c'était très difficile de communiquer avec les gens, de passer dans les rues, etc., parce que quand même 18 ans de disparition, c'est pas évident, et puis j'ai entendu beaucoup de ce qu'ils m'ont raconté de leur passé, c'était affreux. Et à un certain moment, je sentais une sorte de transfert. Je me sentais comme si j'étais avec eux Je sentais un peu... C'était très douloureux aussi. Mais les soins aussi, c'était dans une époque qui était quand même... C'était le début un peu d'ouverture, mais c'était encore la répression. Donc les soins ne se passaient pas tranquilles. Hein. C'est que, bon, chaque fois qu'on prenait un, il y avait un peu... des services de sécurité qui sont de différents types qui circulaient là-bas dans les environs et tout ça. Donc c'était pas une prise en charge qui se faisait donc tranquillement.
Mais aussi, ce qui me faisait un peu plaisir, c'est d'essayer de renforcer un peu leur morale, leur résistance et tout ça. Mais aussi, c'était important quand on était en train de réhabiliter un sourire. C'est quelque chose de très important. Restaurer un sourire. Et on voit toujours Ahmed qui a toujours le sourire. Hein. Je ne me souviens pas très bien de la première rencontre, mais c'était à l'hôpital. C'est ça. Oui, c'était à l'hôpital. Moi, je me souviens très très bien. C'est grâce à Tasman Marthe qui a aiguisé ma mémoire. Oui, c'était à l'hôpital. Oui, c'était à l'hôpital. Donc, c'est par l'intermédiaire de Abdel-Ilah. C'est Abdel-Ilah qui m'a dit que, bon, voilà, il y a un des nôtres qui est enseignant et un chirurgien dentiste à la faculté dentaire de Rabat. Allez, vas-y, ne t'en fais pas, c'est un type très 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 bien, très abordable, très accueillant. Et moi, personnellement, j'avais cette... Le beau aussi, hein. Ah oui. Donc, moi, j'avais cette appréhension des médecins. J'avais toujours cette appréhension des médecins. Et pour moi, un médecin, après Tasman Marthe, c'était inabordable. Et surtout, un médecin qui va vous soigner gratuitement. Gratuitement. Et ça, c'est très grave. En me disant que peut-être il va avoir une très très mauvaise idée de moi. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris en trouvant devant moi un jeune très accueillant. Et ça se voyait qu'il sympathisait énormément avec les anciens détenus politiques. Non seulement il sympathisait, mais vous le sentez vivre la douleur. Ça se voyait dans ses yeux, dans ses gestes, dans son gestuel, etc. Donc, ce qui fait que automatiquement, il nous a rassurés. Dès le premier contact, ça a été rassurant. Et maintenant, jusqu'à maintenant, on le martèle, on lui casse les pieds. Il n'a pas changé. Toi aussi, tu es beau, même si Oh là là. Merci pour la petite fleur. Et nous, on était tellement crasseux qu'il évitait quand même l'odeur. Et chaque fois qu'il venait avec les narines bourrées de menthe, pour ne pas sentir la crasse, nos odeurs. Donc c'était, pour nous, aussi ça nous arrangeait, parce que c'était pour nous une occasion, une opportunité de passer voir le camarade d'en face, pour essayer de le soulager, de lui donner à boire par exemple, essayer je dis pas de le laver entre guillemets, parce que les camarades qui faisaient leurs besoins sur place, et c'est pas avec 5 litres qu'on va le laver, tu vois, c'est l'indescriptible, l'inimaginable. Donc c'était des opportunités pour passer voir le camarade d'en face, voilà. Donc nous, on sait tout raconter. Par exemple, le numéro 5 raconte au numéro 13, par exemple, sa vie. Alors nous, on écoute. J'ai 4 frères, voilà ce qui est arrivé à mon frère, voilà la femme de ma comment elle s'appelle, ma belle-sœur. On connaissait tout. À tel point que on est arrivé à bout. Il n'y avait rien à raconter. Et je me souviens une fois, c'était drôle, mais ça faisait rire, mais c'est le comble du drame. Un capitaine m'a appelé, c'était le capitaine Belkbir, il m'a appelé Ahmed. Je lui dis, tu n'as rien entendu? Je lui dis, rien. Ah si, moi j'ai entendu. Le sergent-chef a fait un rot. Et puis il s'est rendu compte qu'il a dit une bêtise. Allah yaf'alina. Allah yaf'alina. Lui-même il s'est rendu que c'est stupide. Même ça, c'était un événement. Ce qui était notre salut, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires, des films, etc., est devenu un supplice. Lorsque quelqu'un se dit, bon, maintenant je vais raconter tel film, par exemple les Vikings. Ah non, ça y est, tu l'as raconté une dizaine de fois, ça devient un supplice. Lorsque quelqu'un appelle son câble et dit, tu sais ce qui m'est arrivé le jour tel, ah non, tu m'as raconté une vingtaine de fois, c'est pas la peine. Tu vois, ça devient un supplice. À ce moment-là, et on était contraint, on était obligé d'inventer.
d'inventer n'importe quoi, des histoires, etc. Et à ce moment-là qu'on a commencé à faire travailler nos ménages. Celui qui nous a établi le contact, donc lorsqu'il il est arrivé à contacter certaines de nos familles, automatiquement, chaque fois qu'il était de service, il laissait toutes les portes ouvertes. C'était vers la fin de notre libération. Donc, vers la fin des années 90. Donc, on sortait. Ceux qui pouvaient sortir, ils sortaient. Ceux qui ne pouvaient pas sortir, ils restaient sur place. Et c'était pour nous une occasion de nous voir. Mais il faut voir dans quel état on était. S'il y avait une caméra pour filmer ça, ça aurait dû être la honte de tous les Arabes et de tous les musulmans. Il faut voir un autre montre comme les lépreux, ceux qui s'appuyaient sur le mur, ceux qui progressaient à quatre pattes, ceux qui rompaient, c'est terrible. Donc, il faut voir tout en haillant, avec des cheveux. C'était des momies, quoi, des momies sorties, des momies pharaoniques sorties de leur tombe. Bien sûr que je reste optimiste. Pourquoi croyez-vous qu'à 60 ans, je continue à me battre? Bien sûr que je reste optimiste. Et je resterai toujours optimiste parce que nous avons la chance, Ahmed, moi, des gens comme nous n'avons pas perdu la boussole. Nous avons une boussole. C'est la croyance dans l'homme, c'est la croyance dans la foi, c'est la croyance dans la liberté, c'est la croyance dans la justice. Et lorsqu'on a cette boussole, on ne se perd jamais. Hein? C'est ça le problème. Et donc, mourir en se battant pour ça, c'est vivre. C'est devenir un exemple pour ceux qui viennent. C'est parce que nous nous sommes battus que vous êtes en train de faire ça. Parce que des gens comme Ahmed, et dans une moindre mesure comme moi, nous sommes des survivants. Nous avons survécu à un enfer. Il ne faut pas penser qu'à soi-même, il faut penser pour le bien-être d'autrui. Et c'est tout simplement, c'est une éducation religieuse, musulmane, tout simplement. Parce que le prophète dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc, on ne peut être musulman sans désirer à son voisin ce qu'on désire pour soi, tout simplement. Donc ça. Et puis après l'emprisonnement, j'ai pu toucher du doigt la cruauté humaine. Et surtout, lorsqu'un être humain, tu lui donnes une autorité et tu le fais bénéficier d'une impunité, alors là, il peut devenir Satan personnifié. C'est l'incarnation de Satan. Si tu donnes une autorité à quelqu'un, tout en étant que cette personne, même si cette personne était bonne, bien éduquée, etc., parce que l'autorité, le pouvoir change. Et c'est ça notre drame. Tant qu'il n'y ait pas des contrôles et des suivis pour les gens puissants, pour les responsables, tant qu'ils bénéficient de l'impunité totale, donc tous les gouvernés risquent de vivre une infinité de Tazmamart.